Bonsoir Monsieur Humbeck, merci d'être avec nous ce soir. Pouvez-vous en quelques mots vous présenter? Alors, en quelques mots, ça va être difficile. Donc, je suis psychopédagogue, je suis chargé de recherche à l'Université de Mons, ENO. Je suis en même temps responsable de projet dans un centre public d'aide sociale, donc je travaille en même temps sur le terrain et dans l'action. Le domaine dans lequel je travaille le plus, c'est la mise en place des schémas de coéducation, donc comment éduquer à l'école, en famille, à l'école et en famille, la mise en place des réseaux sociaux, c'est-à-dire comment articuler une intervention sociale qui dynamise toute une communauté éducative, et les phénomènes de résilience également, donc tout ce qui à un moment donné va permettre aux individus mis en difficulté ou les plus en difficulté, donc par exemple les personnes exposées au burn-out, de sortir de la situation en s'appuyant sur leurs ressources personnelles mais aussi sur les ressources de la collectivité dont ils font partie. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner votre définition du burn-out et éventuellement, si possible, différencier stress, fatigue chronique, dépression et burn-out? Alors c'est vraiment terriblement important de tout différencier parce qu'on a fait un gros sac avec tout cela. Et le burn-out, notamment pour le moment, c'est un peu le contenant du gros sac. C'est-à-dire que dès qu'on est dans une des situations que vous évoquez, situation de stress par exemple, on sait qu'il y a un stress positif et qu'il y a un stress négatif, que le stress n'est pas vécu que comme quelque chose de positif, contrairement au burn-out qui est toujours quelque chose de négatif. Donc on peut considérer déjà que ce qui va différencier le stress et le burn-out, c'est que le stress est un état finalement relativement normal d'un organisme soumis à une pression qu'il utilise pour agir positivement ou négativement, ou qu'il vit de manière positive ou négative. Le burn-out peut être consécutif à une situation de stress. Et c'est l'idée effectivement de l'individu qui serait tout simplement exposé à un stress excessif, n'en perçoit plus l'origine, ça c'est une des composantes effectivement du burn-out. L'individu ne sait pas exactement d'où ça vient, il sait qu'il subit un stress intense, qu'il n'est plus en mesure de le vivre et qu'il va vivre par rapport à ce stress une forme de situation d'impuissance. La dépression, elle, contrairement au burn-out, peut être endogène ou exogène. Vous pouvez avoir une dépression, vous ne savez pas pourquoi, simplement parce que vos neurotransmetteurs ne fonctionnent plus. Et donc une dépression ne suppose pas qu'on trouve une raison précise à cette dépression, et elle suppose que votre organisme ne répond plus aux situations de stress, mais également souffre en cas de non-stress. Si vous n'avez pas de stress, vous avez une dépression, alors vous aurez quand même votre dépression. Alors, ce sont effectivement des éléments, la fatigue chronique est tout à fait autre chose. Là, c'est une maladie qui a comme point commun, sans doute, avec le burn-out, dès ce qu'on appelle une sociopathie, c'est-à-dire une pathologie qui n'existe que dans un environnement social déterminé. Vous ne trouverez pas de burn-out en Afrique noire, pas parce qu'ils travaillent moins, mais parce qu'ils n'ont pas conceptualisé cette forme de maladie avec un ensemble de symptômes précis. Vous ne trouverez pas de burn-out au XIXe siècle, et même dans les années 50. C'est donc une pathologie caractérisée par un ensemble de symptômes qui ne se manifestent que dans un système social donné, qui est notamment lié au style entrepreneurial qu'on définit de plus en plus, et à l'individualisme qui fait que l'individu a parfois le sentiment d'être écrasé par un stress qui émane d'une collectivité qui est peut-être l'entreprise ou l'école ou d'autres types d'entreprises qui à un moment donné l'écrasent. Le burn-out serait donc typiquement un mal de ce siècle-ci et... Très clairement, oui. Très clairement, oui. Et de nos sociétés. On ne peut pas imaginer un burn-out dans une société qui aurait d'autres mécanismes de développement de l'individu au sein, par exemple, du monde de l'entreprise. Le burn-out est un symptôme de violence entrepreneuriale, de mauvaise gestion des risques psychosociaux par une entreprise. Donc la personne qui craque, par exemple, parce qu'elle donne trop à son entreprise, alors même que très clairement l'entreprise ne le lui a pas demandé. Donc ça c'est... Tout ne vient pas de l'entreprise, c'est l'individu qui veut faire une carrière, qui en fait plus que ce qu'on lui demande, et puis qui n'arrive pas à dissocier son état émotionnel de ce qu'il est amené à faire. Et puis à un moment donné, il a l'impression que l'institution ne le gratifie pas, ne lui émet pas des signaux de reconnaissance suffisants, et là il craque complètement, et c'est ce qu'on appelle le burn-out. Donc ce n'est pas seulement le résultat d'une violence institutionnelle, ça peut l'être aussi quand l'entreprise est trop exigeante, et ça c'est une mauvaise gestion des risques psychosociaux par rapport aux personnes qu'il est amené à utiliser, puisque
l'entreprise est utilisatrice et consommatrice d'individus, et lorsqu'elle fixe des objectifs trop flous, par exemple, ou des objectifs trop hauts, l'individu à ce moment-là est davantage à risque de burn-out parce qu'il perd le sens de son activité, tout simplement. Mais la cause vient aussi de certaines valeurs en vogue dans la société actuelle. Très clairement, de certains objectifs que l'individu se fixe, parce que notamment l'individualisme expose davantage au burn-out que le collectivisme. Si vous êtes dans une société ou dans un groupe collectif dans lequel on vous dit que l'action que vous allez réaliser n'est pas la vôtre, ne repose pas sur vos seules épaules, mais est celle d'un collectif qui doit réussir simplement quelque chose. Vous serez beaucoup moins exposé au burn-out que lorsqu'on vous dit vous avez une tâche précise, vous devez la réaliser, et si vous ne la réalisez pas, vous serez viré. Là, vous allez effectivement vous mettre une pression qui ne va pas être diluée dans un collectif. C'est pour ça qu'une des réponses, on le sait, aux situations de burn-out, c'est de mettre en place des espaces dans lesquels on fait appel à l'intelligence collective et notamment à l'intelligence émotionnelle d'un collectif. Ça, ce sont des réponses intelligentes au phénomène de burn-out. Est-ce qu'il y a d'autres réponses intelligentes au phénomène de burn-out? Bien sûr qu'il y a d'autres réponses intelligentes, heureusement, hein. C'est-à-dire l'idée de permettre aux individus de lâcher prise. Alors lâcher prise, c'est ne jamais dire à un individu allez à la pêche, divertissez-vous, faites autre chose. On sait que ça, paradoxalement, ça peut créer des vraies situations de burn-out et les aggraver parce que l'individu a l'impression qu'il est mis à l'écart, qu'il n'est pas reconnu. On sait qu'une des façons de gérer le burn-out, c'est de préserver l'estime de soi des personnes, qu'elles apprennent à se connaître, à s'aimer et à gérer l'image qu'elles ont d'elles-mêmes de manière positive. Là, vous allez préserver l'individu très fort des situations de burn-out. Mais on le sait aussi, effectivement, que les individus ne sont pas tous en mesure de le faire. Donc la gestion, c'est pouvoir leur permettre de réaliser une estime de soi qui leur permette d'identifier clairement leurs limites, de se centrer sur la tâche. C'est pas dire va à la pêche. Va à la pêche, c'est dire t'es peut-être inutile. On saura se passer de toi. Et donc les individus, quand ils sont mis à l'écart, quand on leur propose de lâcher prise, ils l'interprètent parfois très mal. Le lâcher prise, c'est centre-toi sur ta tâche, mais n'y mets pas autant d'émotions que tu y mets. Si tu échoues, ça ne fera pas de toi quelqu'un de négatif, donc il n'est pas question d'avoir peur. Ça ne fera pas quelqu'un de toi complètement nul, ça ne va pas t'annuler, donc on va enlever la peur, qui souvent, effectivement, ce surplus d'émotions est génératrice de burn-out. La peur, la colère, on peut être en colère dans l'entreprise, on doit avoir des espaces où on doit pouvoir le dire d'une manière socialement acceptable. On peut aussi être triste ou déçu par les résultats qu'on obtient, même chose, ces émotions doivent pouvoir être gérées au sein de l'entreprise, et l'individu à qui on propose de lâcher prise, c'est un individu à qui on dit « centre-toi sur la tâche, mais n'y mets plus les contenus émotionnels intenses que tu y mets généralement et qui, eux, contribuent à user l'individu ». C'est l'état émotionnel dans lequel le met son rapport à l'entreprise qui, effectivement, peut créer du burn-out. Ce n'est pas nécessairement le fait d'avoir beaucoup de travail, d'agir beaucoup. Il y a des individus qui agissent avec beaucoup d'efficacité, qui se centrent sur leur tâche et sont capables de lâcher prise sur le plan émotionnel. C'est le même mécanisme que l'on retrouve dans un des vecteurs aussi de burn-out, qui est le harcèlement, très mal défini dans les entreprises. On le sait que là, il y a un vrai problème quand on me dit que le harcèlement, et je l'entends encore dans beaucoup d'entreprises, qu'elles soient sociales ou économiques, le harcèlement, c'est un comportement répétitif et nuisible. Donc, ça, c'est la définition juridique, elle ne colle pas à la réalité pédagogique. Pour qu'il y ait harcèlement sur le plan pédagogique, il faut qu'il y ait la répétition d'un comportement nuisible, effectivement, répétitif, mais surtout enquisté dans un rapport dominant-dominé qui génère chez le dominé un sentiment d'impuissance. Si vous n'avez pas cet élément-là, ça veut dire qu'un conflit de bureau, si on travaille dans le même endroit, et puis j'ai tendance à vous embêter un petit peu tous les jours, c'est pas du harcèlement, c'est un conflit de bureau. Ça doit se gérer dans l'entreprise avec des techniques qui sont celles de la gestion du conflit. Si par contre je suis votre supérieur hiérarchique et que je vous embête tous les jours et que ça crée chez vous un sentiment d'impuissance parce que vous ne savez pas sortir de la situation, là on est dans une situation de harcèlement. Même chose si j'utilise un groupe pour pouvoir émettre vis-à-vis de vous un comportement répétitif et nuisible. Là, la force du groupe vous empêche, par exemple, de sortir de la situation de harcèlement. C'est ce qui se passe si je me mets à faire des blagues sur les blondes, par exemple.
dans un groupe d'hommes. Je ne vais jamais le faire seul à seul avec un individu. Ça, ce serait du harcèlement suivant la définition juridique qu'on en donne. Et la personne va très vite me dire si elle est blonde, bah, écoutez, arrêtez, vous êtes lourd avec vos blagues sur les blondes, et je vais m'arrêter. Si par contre nous sommes un groupe d'hommes, chaque fois que je vous fais une blague sur les blondes, vous me dites c'est pas drôle. Vous allez très vite être coupable 3 fois. Coupable d'être blonde, d'être supposée bête parce que blonde, et en plus de manquer d'humour parce qu'on va rire ensemble, non seulement du fait que vous êtes blonde et de la blague que j'aurais faite, mais aussi du fait que vous vous rebellez. Et ça induit des sentiments d'impuissance qui, sur le long terme, dans l'entreprise, et c'est là qu'on parlera de violence institutionnelle, finissent par créer des situations de burn-out. Mais le fait de tout mélanger actuellement, les situations de harcèlement suivant des définitions peu opératoires, le burn-out, la dépression, la gestion de conflits, tout ça fait des gros paquets qui laissent penser qu'on a, et c'est sans doute partiellement vrai, mais quand c'est présenté de manière désordonnée, ça empêche d'agir, une institution qui serait toute puissante, écrasante pour tous les individus, et des individus qui tomberaient comme des mouches. Et donc on a l'impression qu'il y a du burn-out qui se fait partout. Moi j'ai entendu récemment qu'on me parlait du burn-out des étudiants en situation d'examen. Non, ils sont sans doute soumis à une pression excessive, et ils ont une période, en tout cas de l'année, dans laquelle ils ont à répondre à un taux d'exigence qui est énorme, c'est vrai. Donc il y a un stress accru. Pour répondre à votre première question sur la différence entre le stress et le burn-out, il y a un stress accru. Certains y répondent bien, d'autres moins bien. D'accord. Là, à parler de burn-out, c'est galvauder un concept. Pas question de burn-out là chez l'étudiant, parce qu'on n'a pas toutes les composantes dont on parle ici. Est-ce qu'il y a des types d'entreprises et des styles managériaux typiques, qui provoquent vraiment le burn-out? Très clairement. Par exemple, un style d'entreprise qui vous rend peu participatif, qui donne le sentiment, et parfois, c'est pas du tout la volonté de l'entreprise. Une entreprise qui va travailler, par exemple, uniquement sur votre motivation et jamais sur votre mobilisation, va avoir tendance à multiplier parfois des gratifications. Vous aurez une augmentation de salaire, plus vous me ramenez des clients, si vous récoltez des assurances, plus vous serez augmenté. Et vous allez effectivement être motivé, mais de manière extrinsèque. Au bout d'un moment, vous risquez de craquer parce qu'à chaque motivation, vous allez en demander une autre. Si par contre, je vous fais participer à la réflexion sur la manière dont on va le mieux vendre des assurances, vous risquez davantage d'être mobilisé par ce mécanisme-là, non pas d'être motivé, mais mobilisé. L'estime de soi dans la mobilisation augmente, vous vous sentez intéressant, je demande régulièrement votre avis. Voilà un style managérial, par exemple, qui permet d'éviter le burn-out. On demande régulièrement votre avis. On vous fait participer à des espaces de décision. Vous n'êtes pas considéré comme quelqu'un qu'on doit tirer en permanence en le motivant, et parfois en le surmotivant. Et donc, par exemple, la course à la prime, eh bien, paradoxalement, c'est un vecteur de burn-out. Alors que l'entreprise dit, mais nous on gratifie notre personnel, on leur donne des avantages chaque fois qu'ils obtiennent des résultats. Oui, mais ça incite, et c'est un style managérial paradoxal qui parfois suscite des burn-out alors même qu'il y a gratification. Le style managérial participatif est celui qui génère le moins de burn-out parce que l'individu a une estime de lui-même, non pas haute, parce que ça aussi c'est dangereux. Certains managers ont l'idée simplifiée que l'estime de soi, il suffit de dire à l'autre de temps en temps qu'il est le plus grand, le plus beau, le plus fort, et l'estime de soi va se préserver. Ça, c'est une estime de soi rehaussée, donc elle est haute. Ce qu'on doit faire, c'est stabiliser une estime de soi. Donc il faut une estime de soi stable chez l'individu, c'est-à-dire résistante à l'échec. Si vous échouez, ça ne vous annule pas complètement. Et donc le style managérial doit aussi pouvoir gérer l'échec. Les évaluations dans les entreprises là, sont parfois très dangereuses. Quand on évalue individuellement l'individu, vous avez des burn-out consécutifs à ce style d'évaluation, alors que quand on vous évalue collectivement ou au sein d'un collectif et qu'on reconnaît votre place au sein de ce collectif et que votre collectif est évalué positivement, là ça fonctionne bien. Et s'il est évalué plus négativement, on cherche des remèdes au sein du collectif, ça ne vous touche pas personnellement. Par contre, le système d'évaluation personnalisé qu'on a parfois dans les entreprises, celui-là a des effets pervers sur le burn-out qui sont calamiteux. Et de nouveau, vous savez, moi je ne fais pas de l'angélisme, le travailleur serait une pauvre victime et l'entreprise serait le monstre qui mange tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous avez des entrepreneurs, vous avez des chefs d'entreprise qui sont pleins de bonnes intentions, qui vont venir vous voir tous les 2 mois pour vous dire
t'es génial, j'adore ce que tu fais, t'es super. Le problème, c'est que quand on rehausse très fort l'estime de soi, si elle n'est pas stabilisée, elle s'effondre au moindre échec. Et donc, le but du jeu, c'est d'aider les managers aussi à comprendre ce facteur humain. On parle beaucoup de gestion des ressources humaines. Il faut vraiment apprendre maintenant une gestion humaine des ressources, qui est tout à fait différente. Ça suppose de comprendre ce qu'est un être humain et pas de comprendre quelles ressources sont nécessaires sur le plan humain au fonctionnement d'une entreprise. Ça, c'est la gestion des ressources humaines. La gestion humaine des ressources, c'est à mon avis la voie de prévention du burn-out la plus intéressante. Ça suppose que les entrepreneurs, que les chefs d'entreprise, que les responsables de service comprennent ce qu'est un être humain, ce qu'est un collectif humain, par exemple, qui génère évidemment beaucoup de violence. Dans un collectif humain, vous avez toujours le même mécanisme. Euphorie communautaire. Qu'est-ce que c'est chouette d'être ensemble. Donc vous voyez, par exemple, dans ces cas-là, énormément d'entreprises qui font ce qu'on appelle le team building. Ils ramènent du personnel et ils essayent de rendre cohésif leur personnel. L'intention est louable, mais un groupe humain ne fonctionne jamais qu'avec ce mécanisme-là. Euphorie communautaire, délestage progressif des membres. C'est pour ça qu'on parle toujours, partout, dans tous les groupes humains, sur le dos les uns des autres. Qu'est-ce que c'est génial d'être ensemble, mais qu'est-ce qu'on serait mieux si un tel n'était plus là. Et dans tous les groupes humains, que ce soit à l'école, en entreprise, n'importe quel groupe humain contraint, se caractérise par cette tendance à parler sur le dos les uns des autres. Et donc ça, effectivement, ça peut, lorsque vous êtes rejeté par le groupe, quand il y a constitution après des couples, et puis des sous-groupes, eh bien, ça peut générer une souffrance psychosociale intense que l'entreprise ne connaît pas, dont elle ne connaît pas les tenants et les aboutissants, au point qu'elle aura tendance en permanence à générer un team building qui ne fait que renforcer les cohésions. Ils ne se rendent pas compte que de cette manière-là, ils ont des phénomènes d'expulsion, et si vous n'avez pas dans votre entreprise des personnes qui peuvent entendre les états émotionnels générés par ce type d'expulsion, sans contredire ces états émotionnels, si on n'est pas en mesure de gérer le collectif humain en rendant les autres sensibles aux émotions que vous vivez, vous aurez encore à ce moment-là une difficulté à gérer le groupe et à éviter que des personnes les plus fragiles ne vivent des situations lors de burn-out. Ne pensez-vous pas que, oui, au niveau de la gestion humaine des ressources, il y a effectivement lieu de gérer un collectif et en parallèle des individus, mais que vous avez donné beaucoup d'exemples où apparemment on gère vraiment le collectif, on fait du team building, etc. Mais il y a d'autres exemples où c'est quand même divisé pour régner. Bien sûr, et tout où à on fait. mise trop sur l'individu et... Tout à fait. Et tout à fait. Et les styles managériels, par exemple, qui isolent les individus du collectif, sont les pires, très clairement, qui demandent des performances individuelles et uniquement individuelles. Le système hybride qui vous amène, parce qu'on le sait, l'intelligence collective n'est pas une intelligence de grande qualité. Si on réfléchit tous ensemble, on va parfois réfléchir très très mal. L'intelligence se manifeste mieux de manière individuelle. Donc envoyez chacun dans des espaces individuels et puis on amène tout ce qu'on a réfléchi à l'intérieur d'un collectif qui renvoie ce qui a été réfléchi individuellement, c'est ce qu'il y a de plus productif. Et donc les entreprises doivent aussi apprendre à fonctionner de cette manière-là, permettre aux individus de s'isoler et puis remettre dans un collectif ce qu'ils ont pu trouver. Sinon vous êtes dépositaire de ce que vous avez pensé. Si vous pensez peu ou mal ou de manière divergente par rapport à l'entreprise, vous êtes en situation de pression. Alors c'est vrai que les styles managériels vont pouvoir, sur ce plan-là, vont devoir s'adapter et c'est pour ça qu'on parlera de gestion des risques psychosociaux. Beaucoup plus maintenant que de burn-out, parce qu'on sait qu'il y a une part qui vient de l'individu et qu'il y a une part qui vient de l'entreprise, et ce que vous appelez le style entrepreneurial ou le style de management, qui va générer plus ou moins des situations de burn-out en fonction de la manière dont l'institution est perçue par l'individu et se présente à elle, ou présente des objectifs flous. Ça c'est très fréquent, notamment dans le travail social, lorsque vos objectifs sont trop flous. Vous allez très très vite générer, ou lorsque les objectifs opératoires sont confondus dans les objectifs généraux. Donc on ne sait plus très bien ce qu'on attend de l'individu, on ne sait plus quel résultat on attend, l'individu n'est plus en mesure d'évaluer ce qu'il fait ou de s'auto-évaluer, et on a là un phénomène, par exemple, de burn-out caractéristique du travail social, c'est ce qu'on appelle l'usure de compassion. Lorsque vous travaillez en permanence pour aider des personnes qui ne s'en sortent pas,
les personnes qui s'occupent de toxicomanes vivent facilement ce type de burn-out-là. Si l'évaluation qu'on fait de ce que vous faites est uniquement évaluée en termes de guérison, qu'il n'y a pas de critères précis de ce qu'est une guérison, voilà, une confusion objectif général, objectif opératoire, au bout d'un moment, vous aurez l'impression de donner beaucoup pour finalement très peu de résultats avec un travail répétitif. Les enseignants vivent aussi ce type de burn-out, les infirmières, toutes les personnes qui ont affaire à des groupes humains qui se renouvellent sans cesse et vis-à-vis desquels leur objectif est très mal fixé. C'est l'usure de compassion. Moi, je préférais, quand on appelait ce type de burn-out, clairement l'usure de compassion, pour le dissocier d'un autre type de burn-out, qui est l'individu incapable de lâcher prise émotionnellement par rapport aux objectifs qu'on lui fixe. Les composantes sont complètement différentes, et c'est tout le problème, on y revient, d'un concept fourre-tout, dans lequel on met tout. On met tout, et finalement, à force de tout y mettre, on n'y met plus grand-chose, parce qu'on dit burn-out pour tout. Le burn-out de l'étudiant n'a rien à voir avec l'usure de compassion, évidemment. Il n'a rien à voir non plus avec l'exigence d'une entreprise. L'école n'est pas une entreprise qui exige que l'élève soit diplômé. C'est un parcours individuel, avec parfois une gestion difficile du stress, qui crée des situations de rupture par rapport à l'école. Et donc, quand j'ai entendu le mot burn-out associé à ce ras-le-bol d'étudiants à qui peut-être on en demande trop, ça c'est une autre question, je me dis on va encore ajouter la confusion à un terme qui en soi ne peut être validé si ça devient cette espèce de concept fourre-tout dans lequel on met à peu près n'importe quoi. On a parlé de certains types d'entreprises ou de styles de management qui peuvent induire du burn-out, de certaines professions plus sensibles. Maintenant, y a-t-il aussi des personnalités qui sont plus sensibles? Très clairement. Alors, je ne vais pas dire de personnalité, il y a des couples qui fonctionnent mal. Si vous êtes un individu adaptatif, dominé, et que vous avez un patron autoritaire, il va bien vous convenir. Si vous êtes plutôt du style créatif et non adaptatif, plutôt rebelle, le style autoritaire ne fonctionnera peut-être pas chez vous. Donc c'est le style managérial, c'est toujours la rencontre entre un individu, un certain nombre de composantes managériales, et un autre individu qui va amener à l'intérieur de l'entreprise ou de l'espace dans lequel il va être amené à agir, qui va amener un certain nombre de critères de développement psychosocial, en particulier une manière de se développer. Ce qui pose problème, c'est non seulement cette rencontre, qui est parfois problématique, mais aussi la gestion de cette rencontre. Lorsqu'on cherche, par exemple, et c'est une des dérives dans le burn-out, où est la cause unique? C'est à cause de ce patron qui est. Ou c'est à cause de ce travailleur qui est. Non, c'est à cause d'une relation qui se passe mal et qui est mal gérée, dans lequel on ne parvient plus à clarifier qui on est, quels sont les vrais objectifs. Et, sauf grosses exceptions, il est très rare qu'un patron lui-même génère du burn-out volontairement. Il va simplement rentrer en conflit parce qu'il est mal éclairé dans les exigences qu'il fixe, et le travailleur lui-même n'arrive plus à décerner exactement ce qu'on attend de lui. C'est toujours ce même problème de définition du burn-out précise. Je l'entends partout dans l'entreprise. Dès que vous avez un mal-être maintenant, plutôt que de dire « je ne suis pas bien pour le moment », il y a quelque chose qui ne va pas, j'ai une difficulté relationnelle ou difficulté de comprendre ce qu'on attend réellement de moi, on vous sort « je fais un burn-out ». Et au lieu de chercher des solutions, on vous impose un problème dont on envisage trop peu les sorties. Moi, j'entends beaucoup de littérature, j'entends beaucoup de personnes parler sur ce qui provoque le burn-out. J'entends très peu parler de ce qui permet d'en sortir. C'est ça qui est intéressant. C'est ce qui permet de sortir du burn-out. C'est comment est-ce qu'un individu détruit, non pas par une entreprise, mais par la manière dont il perçoit cette entreprise ou la manière dont ça se passe entre lui et cette entreprise, peut parfois, étonnamment, se reconstruire très rapidement ailleurs. Et on voit des situations de burn-out, par exemple, qui sont gérées inefficacement par le déplacement de la personne. Quand on n'apprend pas à la personne à comprendre ce qu'est le burn-out et ce qu'elle a vécu à l'intérieur, non, je ne vais même pas dire ce qu'est le burn-out, mais ce qu'est son burn-out à elle, ce qu'est son parcours difficile à l'intérieur de cette entreprise-là, et on le déplace. Et on voit des gens qui sont déplacés de service en service. Et vous le déplacez, ça ne va pas mieux. Et vous le redéplacez, ça ne va pas mieux. C'est ce qu'on fait de pire. Vous donnez l'impression à la personne qu'elle est un pion dont plus personne ne veut.
que vous êtes un bras cassé dont il faudra un moment ou l'autre se débarrasser. Tant qu'on arrive à vous déplacer, c'est bon, mais le jour où on n'arrivera pas à vous déplacer, plus à vous déplacer, on vous éjectera. Ça, c'est effectivement très mauvais. On le sait. Et donc, travailler sur ce qui permet de sortir des burn-out, ce qui permet aux individus de préserver de nouveau l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes et de les préserver à un niveau de stabilité suffisant. Allez, je vais un peu balancer, on parle beaucoup de Justine Hénin. Justine Hénin a eu un burn-out, paraît-il, c'est possible, parce qu'elle aurait été moins exposée, paradoxalement, au stress que supposait chez elle la vie sportive. C'est possible, j'en sais rien. On entend ça. On peut en tout cas concevoir que si on regarde la carrière de Justine Hénin et celle de Kim Clijsters, on a eu affaire à deux personnes. L'une avait une estime d'elle-même haute mais fragile, Justine Hénin. Écoutez, chaque interview d'elle après une défaite, elle est effondrée. Elle a l'impression d'être nulle, que le monde s'arrête. L'autre, Kim Clijsters, une défaite, elle sait qu'elle fait d'autres choses, elle n'a aucun problème dans la gestion de l'image qu'elle a d'elle-même, dans la gestion de l'amour qu'elle se porte à elle-même. On sent bien une estime de soi qui n'est pas très haute, mais qui est stabilisée. Justine Hénin avait une estime d'elle-même parfois très haute, parfois très basse, mais en tout cas instable. Kim Clijsters a une estime d'elle-même qui effectivement la préserve du burn-out. Et on voit des sorties de carrière différentes. L'une cherche encore les médias en permanence, l'autre tombe par hasard parfois dessus, mais n'en a pas un besoin viscéral. L'une est effectivement moins exposée à un burn-out que l'autre. Et c'est pour ça qu'en préservant les individus dans la manière dont ils gèrent l'estime qu'ils ont d'elles-mêmes, c'est comme ça qu'on fait la meilleure prévention du burn-out. Et en permettant aux employeurs de savoir aussi ce qu'est l'estime de soi, comment ça fonctionne et comment on peut la stabiliser chez les personnes qui sont amenées à travailler pour nous. Et pour les personnes qui vivent un burn-out, comment peuvent-elles s'en sortir? Quelles sont les pistes il y a des ressources de internes. guérison, de sortir? Il y a des ressources internes, on le sait. Il y a des ressources externes. Il y a énormément de personnes actuellement qui sont payées pour vous aider dans l'entreprise lorsqu'un burn-out est identifié à y voir clair. Il y a aussi des ressources à l'intérieur des entreprises. Là, je regrette parfois que les personnes de confiance, par exemple, ne soient pas spécifiquement formées et ne reçoivent pas des formations obligatoires, spécifiques, notamment sur l'estime de soi. Ça me paraît des formations quasiment élémentaires pour ce type de personnes, mais ce sont des ressources que l'entreprise, pour différentes raisons en tout cas, met obligatoirement à la disposition des personnes qui vivent des difficultés. Ce qui est important aussi, c'est d'agir préventivement. Quand il y a un malaise institutionnel, ne pas tout de suite crier au loup. À force d'entendre burn-out partout, on finit par ne plus savoir comment se mobiliser. Non, il y a des signes avant-coureurs, il y a des malaises, il y a des éléments qui montrent qu'on n'est plus en phase avec soi-même quand on vient travailler. Ça fait 3 semaines que je vais travailler avec les pieds lourds. Il faut que j'en parle à quelqu'un, de nouveau, à l'intérieur de l'entreprise, les personnes de confiance, dans l'environnement psychosocial étendu, donc dans mon écosystème, il y a des personnes que je peux consulter pour essayer d'y voir clair, et des membres de ma famille aussi, pour autant qu'ils m'aident à réfléchir sur moi-même dans mon rapport à l'entreprise. Pas uniquement sur moi-même, pas uniquement sur l'entreprise. Vous savez, quand vous voulez aider quelqu'un à sortir d'une situation difficile, il s'agit aussi de l'aider à faire ce qu'on appelle les attributions internes. Si chaque fois que vous vous plaignez de votre entreprise, vous avez 3 ou 4 personnes qui vous disent « t'as bien raison, c'est tous des salopards là-dedans ils sont en train de te presser comme un citron », on n'aide pas nécessairement la personne à comprendre avec clairvoyance ce qu'elle est en train de vivre. Quand vous aidez la personne uniquement à se connaître elle-même, ce n'est pas suffisant non plus, parce que l'entreprise, évidemment, parfois aussi, a des exigences disproportionnées par rapport à elle. Quand vous amenez la personne à comprendre dans quel rapport elle se situe par rapport à l'entreprise, sans chercher un coupable ou un responsable, là, la personne est en mesure d'en sortir beaucoup plus. Là, de nouveau, c'est une question de ressources internes, externes à l'entreprise, ou même interne à l'individu, qui a des ressources personnelles pour pouvoir sortir d'une situation dans laquelle il sera mis en mesure de lâcher prise sans nécessairement faire ce qu'on lui demande trop vite, parfois un pas de côté. Quand on demande aux personnes de faire un pas de côté, c'est très différent de demander à une personne de prendre de la hauteur. Si vous demandez à une personne de faire un pas de côté, elle a l'impression qu'on veut se débarrasser d'elle. Si vous lui dites prendre de la hauteur pour essayer de comprendre ce qui t'arrive, fait de l'analyse institutionnelle, fait de l'analyse personnelle, là on est en train de lui dire qu'on spécule sur sa manière effectivement de
pouvoir ou ses compétences qui lui permettent de comprendre ce qui lui arrive. C'est beaucoup plus positif, ça permet à la personne qu'on veut sortir du trou de se mettre debout avant d'avancer. Alors même que dans l'autre cas, vous avez l'impression de traîner quelqu'un qui est couché et donc vous allez parfois intensifier le burn-out. Est-ce que vous pensez que pour quelqu'un qui se sent mal dans l'entreprise, c'est facile d'aller trouver un conseiller en prévention? Je n'ai même pas dit que c'est le conseiller en prévention qui était toujours la personne la plus indiquée. Le côté difficile, c'est d'identifier clairement le moment où il est bon d'en parler. Alors, je n'ai pas dit que c'était facile. Ce qui est le plus facile quand on est en difficulté, c'est de se laisser couler. C'est le processus naturel, on laisse les choses faire, on laisse les jours s'accumuler et on descend de plus en plus et de plus en plus vite. C'est pour ça que c'est peut-être pas facile, ça va dépendre beaucoup du conseiller de prévention, ça va dépendre beaucoup des ressources que vous pouvez identifier. Mais il est certain qu'à un moment donné, vous devez vous donner les moyens de faire intelligemment le point sur ce que vous vivez. C'est pas nécessairement le conseiller d'entreprise, ça peut être votre conjoint, hein, s'il est attentif à vous et s'il est capable de cette clairvoyance-là. Moi, je connais des conjoints qui font du bien meilleur travail que des conseillers d'entreprise. Mais en tout cas, toujours se donner les moyens de s'arrêter, de faire le point et de vérifier qui on est dans son rapport aux autres et notamment à l'entreprise qui nous paye. Si la personne qui vit un burn-out n'a pas d'écho à l'intérieur de l'entreprise, se trouve seule, ou en tout cas n'est pas entendue par son entourage amical, familial ou que sais-je, que peut-elle faire? Alors, là, je vais vous répondre de manière un peu provocante. Quand on est en situation de stress prolongé, vous avez deux options pour limiter ce stress. Vous attaquez ou vous fuyez. En fait, le stress, c'est un problème hormonal, hein, essentiellement lié au fait que, contrairement aux animaux d'attaque comme le lion qui sont bourrés d'adrénaline ou aux animaux qui fuient comme les gazelles qui sont bourrés de noradrénaline, nous avons un dosage à peu près similaire de l'un et l'autre. Ça veut dire que quand nous sommes soumis à un stress prolongé, on a constamment cet antagonisme, c'est ce qui explique que nos jambes flageolent, qu'on est mal, qu'on a de la tachycardie, qu'on a d'autres mécanismes qui nous disent en même temps fuis et en même temps reste. Alors évidemment que si vous restez là-dedans, c'est très compliqué. On attaque le problème avec le conseiller de prévention, avec ce qui est mis à notre disposition, parce que personne ne vit dans une île, hein, dans nos sociétés. On attaque le problème, on le reconnaît et on se donne les moyens d'en sortir, ou on fuit, et personne n'a dit que le fait de battre en retraite était une défaite. Moi, je connais des gens qui ont quitté une entreprise, qui sont partis et qui en ont fait un véritable argument d'estime d'eux-mêmes parce qu'ils sont contents d'être partis. À un moment donné, j'ai l'exemple très clair d'un enseignant, par exemple, qui ne supportait plus l'idée de travailler à l'école parce qu'il était en enseignement professionnel. C'est un homme qui adorait les outils, qui adorait... Et puis il avait l'impression que les élèves ne respectaient pas les outils et donc sa personne. Il a vécu une situation de stress prolongé. À un moment donné, il a dit stop, j'arrête l'enseignement et j'ouvre un centre de vidéos, etc. Il tourne des films avec des jeunes. Sa décision a été salutaire. Donc c'est quelqu'un qui est effectivement victime d'un burn-out, qui a pu en identifier les causes et qui a décidé qu'il n'était pas en mesure d'agir sur ces causes. Et là, en toute âme et conscience, il a décidé non pas de fuir, mais de partir. Simplement en disant, là, cet espace professionnel-là ne peut pas être épanouissant pour moi, et il est parti dans un autre espace où là, il s'est reconstruit complètement. Et donc la réponse n'est pas toujours l'adaptation forcée, ça peut être aussi le départ souhaité, désiré et envisagé comme une sortie par la porte avec la tête haute, et pas par la fenêtre parce qu'on a été viré ou qu'on a eu l'impression de ne pas avoir été en mesure de réaliser des objectifs qu'on ne s'était pas fixés soi-même et qui ont été fixés pour nous. Est-ce qu'il y aurait des outils qui peuvent aider la personne à s'en sortir et à faire cette réflexion sur soi, ce recentrage? Tous les outils de la psychologie cognitive, par exemple, qui est la psychologie dans laquelle moi j'essaie d'être le plus actif possible, c'est l'idée que effectivement des outils de connaissance de soi. Alors c'est très différent de la psychanalyse. Quand on parle de connaissance de soi en psychologie cognitive, on suppose que l'individu peut y accéder pour avoir une connaissance de son fonctionnement psychique, donc une connaissance de surface. On s'en fout un peu de l'inconscient dans ces cas-là, on suppose que ça existe peut-être, mais en tout cas dans la tête de Freud, mais pas nécessairement dans la tête de tout le monde.
Et donc on s'en fout, on ne va pas chercher une connaissance approfondie de soi, mais une connaissance de surface. Qu'est-ce que j'aime pas, quelles sont mes réussites, mes échecs, mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire, pourquoi est-ce que je me mets en scène à l'intérieur de scénarios répétitifs insatisfaisants. Tout ça suppose l'intelligence de celui qui effectivement subit les événements qui le font souffrir. Et ça suppose aussi la mise à la disposition de cette personne d'outils réflexifs ou autoréflexifs qui existent dans des livres, qui existent et qui, lorsqu'ils ne sont pas directement disponibles pour l'individu, le sont par des thérapeutes, des accompagnants, des personnes qui font du soutien psychosocial, qui permettent alors de s'en sortir. Il n'y a pas des outils qu'on peut, je vais dire, utiliser ou développer tout seul? Ça, c'est un peu plus compliqué. Si vous êtes seul, vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour organiser ce que d'ailleurs, ce que sous-entend le mot, la réflexion. Vous allez réfléchir essentiellement à l'intérieur de ce qu'on fait actuellement, une conversation. Une conversation aide à réfléchir. Si je m'assieds tout seul au milieu du jardin et puis que je commence à parler comme ça, je ne vais pas aller très loin. Ce qui m'invite à organiser ma réflexion, c'est le fait que vous m'écoutez. Comme vous m'écoutez, je suis obligé de réfléchir à, dans ce cas-ci, un phénomène, mais ça peut être aussi à ce que je suis et ce que je vis. Et là, on est dans une réflexion très claire qui s'organise dans... Alors, ce qui est un concept que je développe de plus en plus, j'appelle ça des conversations intelligentes. Je fais du traitement de personnes. Je ne suis pas sûr d'être un thérapeute, je ne le pense pas, mais j'essaye de mettre en place des situations de conversation intelligente dans lesquelles je vais vous aider à réfléchir ce que vous vivez à l'intérieur d'une conversation. C'est pour ça que l'introspection, les 4 R, ruminer, râler, ressasser, ne rien faire, ça ce sont des pièges massifs dans l'estime de soi et ça devient paradoxalement des arguments alors de burn-out qui sont terriblement contaminants pour les situations qui sont mal vécues. Vous avez pourtant écrit quelque chose à propos de ruminer. C'est pas parce qu'on rumine. Oui, très bien, je vous ai bien lu. Alors la rumination, c'est pas parce qu'on vous avez rumine qu'on raison. ne fait rien. Tout à fait. Donc la rumination mentale a du sens, effectivement, parce qu'elle vous aide. Vous avez tout à fait raison, c'est bien de me reprendre là-dessus. La rumination aide effectivement à changer vos scénarios et vos schémas de pensée. C'est pour ça qu'on doit laisser du temps au temps et que quand quelqu'un rumine, il n'est pas en train de perdre son temps, il est en train de modifier des schémas de pensée très 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 lentement. Quand vous ruminez, vous n'avez pas une pensée qui est sclérosée et qui est toujours la même, alors qu'on a l'impression que vous pensez, on va vous dire change-toi les idées. Non, vous êtes simplement en train de faire évoluer très lentement une pensée. Mais il faudra à un moment donné qu'elle ressorte dans la conversation que vous aurez avec quelqu'un. Si vous êtes dans la rumination et l'introspection, vous allez effectivement à ce moment-là ressasser et pas ruminer. Et ça, c'est dangereux. C'est pour ça que j'ai parlé de ruminer, râler, ressasser, ne rien faire. Une pensée ruminée qui est négative, donc râler, qui est ressassée en permanence et qui n'est jamais évacuée dans une conversation, et qui ne vous pousse pas à un moment donné à agir, celle-là va vous enfermer très vite à l'intérieur de vous-même, dans un scénario qui va alors très peu se modifier, et vous risquez alors ce qui est la pire des choses par rapport à l'estime de soi, c'est le repli sur soi. C'est-à-dire j'ai le sentiment que je suis impuissant pour trouver une situation parce que je suis la seule personne qui est supposée m'aider à m'en sortir. Ça, c'est une vraie catastrophe. Donc finalement, pour s'en sortir, que l'on passe par la parole, par l'écriture ou que sais-je encore, il faut toujours qu'il y ait à un moment donné un interlocuteur, tout à fait. Un lecteur ou un auditeur. Alors je vais même le dire autrement, il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Personne ne sort de ce qu'il vit sans en avoir fait une histoire qu'il est en mesure de raconter à un autre et de se raconter à lui-même. Le burn-out, d'ailleurs, ce n'est peut-être que ça. Une histoire très négative qu'on a à raconter à propos de soi-même. Le burn-out suppose qu'on serait enfermé dans cette histoire. La personne qui sort de son burn-out est une personne qui est mise en mesure de raconter cette histoire à un autre que lui, tout en ayant préservé l'estime qu'il a de lui-même, c'est-à-dire en étant capable d'agir à nouveau, et donc sans doute de travailler, peut-être pas dans cette entreprise-là, mais alors dans une autre. Et peut-être, pourquoi pas, dans cette entreprise-là. Mais préserver ce qu'on appelle le soi, c'est-à-dire ce que je raconte de moi-même. Je ne suis que ça, finalement. Je suis ce que je raconte de moi-même. Bien, retrouver la maîtrise de soi suppose de raconter une histoire à propos de soi qui préserve l'estime dans laquelle je me porte. Si je suis ce que je raconte sur moi,
c'est pas pour autant que j'existe. Est-ce que le fait d'exister ne vient pas aussi du fait qu'il y a une confrontation ou, je vais dire, un écho chez l'autre? Bien sûr, mais l'autre peut être même imaginé. L'autre doit me reconnaître. Oui, mais si j'écris dans un espace intime, un carnet intime par exemple, ça va déjà m'aider à restructurer ce que je suis en train de vivre. Donc ça a déjà du sens et c'est déjà quelque chose d'intéressant. Si après j'en fais un récit extime, ça veut dire que je fais à un moment donné un récit de ce que j'ai écrit ou je rends public ce que j'ai écrit, à ce moment-là, le risque, soit c'est d'être enfermé dans l'image que j'ai donnée de moi-même à ce moment-là, et si je raconte uniquement tous mes petits malheurs, par exemple, on peut très bien... Et donc il ne suffit pas d'aller raconter ce qu'on a vécu pour aller mieux. Hein. Si vous allez sur un plateau de télévision raconter votre burn-out, vous n'irez pas mieux après. Hein. Simple parce que vous serez enfermé dans l'image de l'individu qui vient de vivre un burn-out. Et cette image va être décuplée par toutes les personnes qui vous auront entendu. Si par contre vous êtes en mesure de restructurer votre récit, que vous le racontez à quelqu'un qui a, alors à ce moment-là, deux composantes. La première, il vous reconnaît dans votre droit d'avoir vécu un burn-out et dans votre statut de victime, et il reconnaît d'emblée votre capacité d'en sortir. Il ne vous enferme pas dans cette image. Je sais que tu vas t'en sortir. Une forme d'assertivité est terriblement utile chez celui qui va écouter le burn-out, parce qu'on ne peut pas le raconter n'importe où, n'importe comment. Vous savez, privilégier la narration de soi comme moyen d'en sortir suppose aussi de définir les conditions dans lesquelles cette narration de soi devient productive. Et ça, c'est notamment celle-là. Trouver quelqu'un qui va me reconnaître et ne pas mettre en doute mon état de victime et les situations émotionnelles que j'ai vécues, et trouver aussi quelqu'un qui va d'emblée supposer que je peux sortir de cette situation de victime. Sinon, il va m'enfermer dedans. Encore faut-il trouver quelqu'un qui me reconnaisse. Oui. Et pour trouver quelqu'un qui me reconnaisse, que le danger n'est pas que je puisse arranger l'histoire en fonction de... C'est pas un problème. Vous pouvez arranger votre histoire. On appelle ça une métamorphose de traumatisme. C'est très très bien. S'il m'arrive quelque chose dont je ne suis pas fier, quelque chose dans lequel j'ai eu un rôle qui finalement me pose problème, je vais vous le raconter en modifiant un peu ce rôle. Ce n'est pas un mensonge, c'est un arrangement avec la réalité qu'on appelle la métamorphose du traumatisme, qui fait que je vais reconstruire progressivement cette histoire en donnant un rôle qui préserve l'estime que j'ai de moi-même. Ce n'est pas un souci. Quand vous recevez des personnes victimes de burn-out ou de n'importe quel traumatisme, on évite surtout de faire ce qu'on appelle des prétentions à la vérité. Est-ce que c'est vrai ce qu'il me dit? À la légitimité, est-ce qu'il a le droit de me dire ce qu'il dit? Ou à la sincérité, est-ce qu'il est sincère? On prend ce qu'il dit et on considère qu'il est ce dont il se souvient, c'est-à-dire la manière dont il s'en souvient et comment il s'en rappelle. Boris Cyrulnik vient d'écrire un superbe bouquin à ce propos-là, où il dit, mais mes souvenirs d'enfance, je ne suis pas si sûr que ça qu'ils sont vrais, ils ne correspondent pas à une réalité factuelle, ils ont été réaménagés par des films que j'ai vus. Il dit, il y avait un tout petit escalier, mais non, j'ai cru que c'était un énorme escalier, parce que j'ai fait une collusion avec le film, un film que j'ai vu à l'époque, et je suis convaincu d'avoir descendu un escalier énorme. Si on le confronte à ce petit escalier en disant, écoute, ton souvenir, il était sûrement faux. Non, on le sait, la mémoire procède par reconstruction. Et donc on reconstruit, on métamorphose. Et soumettre à une prétention à la vérité, c'est meurtrier pour les personnes, effectivement, qui sont amenées à raconter ce qu'ils vivent, quand bien même ils sont conscients de cette métamorphose. Si je viens de me faire engueuler par mon patron, que je vous raconte, vous savez, il m'a engueulé, mais je lui ai répondu ça, ça, ça et ça, et que vous me dites non, 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 t'as rien répondu du tout, t'as baissé la tête et t'as même presque pleuré. Si vous me dites ça, vous me cassez. Alors que moi, pour reconstruire l'image que j'ai de moi-même, qui a été perturbée dans ce comportement de soumission que j'ai sans doute eu, j'ai besoin de raconter une scène dans laquelle mon rôle a été partiellement, en tout cas, modulé. Et c'est ce qui explique la métamorphose du traumatisme. Donc ça, c'est plutôt un argument de reprise de développement qu'autre chose. Et donc le principe n'est pas de demander aux gens de raconter exactement ce qui s'est passé, sauf quand il est question d'une plainte au juridique. Et là aussi, il y a parfois confusion. Vous faites une plainte pour harcèlement. Si vous faites une plainte au juridique parce que vous estimez que c'est nécessaire, on va vous demander d'être le plus près possible des faits et on va remettre en cause ce que vous dites si c'est contradictoire. Si c'est un soutien que vous cherchez, racontez-le de la manière dont vous souhaitez le raconter ou comme vous l'avez vécu. Et la personne, alors si elle est une professionnelle correctement formée, ne va jamais mettre ce que vous dites en
sous caution en vous demandant de donner par exemple des preuves que ce que vous dites est réellement vrai. Et ce serait là une bonne façon de s'en sortir. Ça voudrait donc dire au fond que finalement, est-ce que ça ne revient pas à dire que chacun est acteur de sa vie, l'invente comme il veut, et après un burn-out, eh bien, il faut réinventer quelque chose. On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que l'individu a ce qu'on appelle une intelligence récréatrice qui lui permet alors de sortir des burn-out. Lorsque vous êtes dans le burn-out, c'est que vous avez pensé toujours de la même façon, généralement, avec des scénarios enquistés. Le fait, à un moment donné, de raconter votre histoire un peu autrement, et puis de remodeler le scénario, c'est ça, devenir acteur de sa vie. On peut d'ailleurs devenir acteur d'une vie tout à fait imaginaire. Ce sont les personnes qui sont sans doute les plus préservées du burn-out. Ce sont les poètes, ce sont les personnes qui arrivent à penser de manière alternative dans d'autres espaces, qui ont une pulsion artistique qu'ils développent ailleurs. Il y en a un qui était merveilleusement, et je voudrais clôturer par lui parce que je ne veux jamais l'oublier, qui était merveilleusement préservé du burn-out. C'est un personnage qu'on oublie, c'est Gaston Lagaffe. Gaston Lagaffe n'a jamais été menacé du moindre burn-out. Pourtant, dans l'entreprise dans laquelle il vit, il a été complètement placardisé. C'est un résistant à ce que l'entreprise exigeait de lui, et c'est surtout quelqu'un de très créatif. S'il était juste un fainéant qui ne bouge pas, il pourrait risquer le burn-out, parce qu'il aurait parfois un sentiment d'inutilité et de perte de sens. Mais c'est un individu qui fait preuve d'une créativité que l'entreprise d'ailleurs exploite relativement mal. Il y aurait moyen d'utiliser un Gaston Lagaffe dans le monde de la BD autrement, et c'est d'ailleurs cette espèce de contre-pied qui fait que c'est un héros de bande dessinée à l'intérieur d'un service où on fait de la bande dessinée et où effectivement il se préserve merveilleusement du burn-out dans un espace de récréation ou de récréativité qu'il s'est réservé lui-même et qui lui permet de réinventer sa vie de manière continuelle. Est-ce que ce serait là le mot de la fin ou avez-vous encore un message à nous faire passer? Terminer par Gaston Lagaffe, je pense que c'est la meilleure façon de faire. Voilà. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Attention, la régie me signale qu'il y a encore des appels des auditeurs avec des questions. Mais non, posez pas trop parce qu'elle va être mangée par les moustiques. Je sens déjà que... Ils ont l'air d'être... Mais ils viennent chez vous plus que chez moi. Je suis sucrée, voilà. Voilà. Je pense que le burn-out doit être conçu comme un concept générique qui regroupe différents types de burn-out. Donc il y a une typologie de burn-out. Il y a une typologie et il y a une catégorisation. Et c'est le rôle, à mon avis d'ailleurs. C'est pas un peu dangereux ça, la typologie? Non, la typologie n'est pas dangereuse. Elle est dangereuse si la catégorisation, c'est une manière d'aider à penser, à formater une pensée et à donner des réponses différentes à un problème qui se présente sous des formes différentes. C'est ça. L'idée de catégoriser, qui est nécessaire alors à ce moment-là, si vous faites un concept pour tout et que vous donnez la même réponse à tout le monde, au médecin qui est victime d'une mesures de compassion ou à celui qui est soumis à la pression d'une institution, vous risquez de donner des réponses inadaptées. Et donc l'idée de catégoriser, c'est nuancer un concept qui n'a une validité que générique, c'est un concept qui en regroupe d'autres, et puis avoir d'autres concepts qui doivent revenir. L'usure de compassion, je le répète, c'est quelque chose qui doit revenir. Il existe cette typologie-là? Elle se construit en permanence chez les spécialistes. Et donc on sait effectivement, généralement, quand on travaille sur ces notions-là, qu'elles doivent être conceptualisées. Et par exemple, la violence institutionnelle, si vous êtes victime d'une violence institutionnelle, vous pouvez le manifester, cette victimisation sous la forme d'un burn-out, pas du tout la même chose que l'usure de compassion. Et donc, ces catégories-là, chez les professionnels du burn-out, si elles n'existent pas chez chacun d'eux, et je pense effectivement qu'elles n'existent pas toujours, et que dans certaines entreprises, j'entends encore qu'on travaille le burn-out de manière complète, sans tenir compte des différentes formes qu'il peut prendre. Ça, c'est, je pense, l'urgence du monde scientifique, et notamment des universités, de donner au monde de l'entreprise et au monde des acteurs sociaux des outils qui permettent non pas de penser, parce que ce n'est pas le rôle des universités de faire penser, mais de penser de manière suffisamment rigoureuse. Ça, c'est le rôle des universités dans leur rapport au monde social.
Je pense qu'il y a les pouvoirs subsidiants, effectivement, l'écosystème dans lequel vous vivez, mais de nouveau, pour permettre à l'individu de sortir du burn-out, il faut aussi améliorer son aptitude à l'analyse institutionnelle. Il doit comprendre dans quel jeu il joue, il doit comprendre comment l'institution fonctionne, comment la pression institutionnelle. Quand un chef d'entreprise effectivement exerce une pression sur ses ouvriers, mais en réponse à cette pression dit mais moi aussi j'ai une pression, je dois faire du chiffre, sinon je ferme. Bah oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'écosystème. Et donc l'analyse institutionnelle suppose de comprendre comment, y compris les pouvoirs publics, peuvent, lorsqu'ils soumettent des services à une forme de rentabilité, notamment des services sociaux, peuvent soumettre ces services-là à une pression qui se dilue auprès des employés. Donc l'analyse institutionnelle permet de comprendre comment fonctionne un écosystème et comment on peut réduire la prise de risque dans cet écosystème. Je pense qu'on a déterré un concept qui est un concept patchwork pour le moment. C'est une bonne chose parce que ça permet aux gens, comme on l'a fait aujourd'hui, de réfléchir à ce qui semblait effectivement un espace de souffrance, l'entreprise, qui était peu problématisé sous cet angle-là. Effectivement, maintenant, on a organisé une réflexion autour. Je pense qu'actuellement, il faut se donner les moyens de rendre cette réflexion plus opératoire. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on définit? De quoi parle-t-on? Et ça suppose de préciser en permanence ce dont on parle et les moyens que l'on se donne pour sortir effectivement du phénomène lorsqu'il est clairement ciblé. Donc je pense qu'on doit arriver maintenant vers une précision plus grande des concepts utilisés de façon à sortir efficacement et de manière opératoire des difficultés qui sont manifestées. J'entends déjà dans ce nouveau décret, par exemple, le passage à la gestion des risques psychosociaux me plaît énormément. On est dans quelque chose qui responsabilise tout le monde. Tirer à boulet rouge sur l'entreprise, ce n'était pas non plus le bon plan. Tirer évidemment à boulet rouge sur l'employé ou sur le travailleur, c'est évidemment très négatif, mais réfléchir ensemble à ce qu'est un risque psychosocial, ça c'est emmener tout le monde sur les chemins de l'analyse institutionnelle. Et ça, je pense que c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. Il y en a d'autres, parce que les définitions commencent à devenir beaucoup plus précises dans le décret, beaucoup plus que ce qu'on avait entendu. Et donc, il y a une évolution. Mais c'est un pas dans la bonne direction, et il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Merci, M. Nbeck. Il n'y a pas de quoi.